La cité de Tagaste par Fra Elbertus. Tagaste, fut un temps, était le berceau et centre de la civilisation. Les livres étaient si communs à Tagaste que la municipalité les fournissait gratis à tous les enfants. Et quand vous alliez à une pharmacie pour acheter une brosse à dents, le propriétaire vous présentait un livre. Pliny, l'aîné, conte qu'une fois à Tagaste, un agent de livres appela l'attention d'un homme et lui demanda de s'inscrire. Et l'homme dit: Je ne veux pas de votre livre. L'agent dit: Achetez-le pour votre enfant. Et l'homme répondit: Je n'ai point d'enfant. Alors achetez-le pour votre femme. Je n'ai point de femme. Et comprenez ceci, dit l'homme. Si j'achète votre livre, savez-vous ce que j'en ferai? Non. Que feriez-vous avec? Demanda l'agent de livres. Je le lancerai au chat. Mettez votre nom ici, cria joyeusement l'agent de livres. Et donc les livres devinrent tellement bon marché que les hommes les utilisaient pour lancer au chat. Au lieu de l'épeler micelle, ils l'épelèrent missile. À Tagaste, il était coutume de couper les arbres, les scier en blocs, les donner à manger à une machine, de transformer la sciure en une pâte sèche, pour imprimer un journal dessus. Tout ça en 46 minutes chrono. La rage pour les inventions augmenta. La machine typographe arriva, et typographes par milliers, trop vieux pour apprendre un nouveau commerce, furent pris de leur cas, et marchèrent les rues cherchant du travail, et ne le trouvant point, prièrent pour la mort. Par l'utilisation de photographie, l'engraveur fut aboli, en de plusieurs instances, et l'illuminateur était depuis longtemps devenu poussière. Même le relieur se leva un matin, et comme Othello, se trouva sans emploi. Du papier fait pour ressembler à du cuir était collé, par une machinerie, sur des planches faites de pulpe de bois. D'autres couvertures étaient nourries dans une machine par une fille qui était payée 2 bobolis par jour. Elles étaient imprimées en bleu et rouge criard. Les livres étaient cousus sur des machines à coudre spécialement faites, et aucune feuille de papier n'était pliée à la main. Tout était passé dans une machine, et donc dans une fabrique où 10 000 livres furent faits par jour. Il n'y avait ni d'imprimeur, ni d'illustrateur, d'illuminateur ou de relieur. Il y avait filles aux yeux tristes et garçons jaunes, hagards, debout toute la journée, nourrissant de feuilles une machine, semaine après semaine, mois après mois, 12 heures par jour, et ils étaient payés juste assez pour les garder de la famine. Et donc, pour nous, qui voient cette condition au travers du temps, il semble curieux qu'il dût exister une telle rage folle de rendre les livres abordables. Fut le pays si pauvre que l'acheteur ne put se permettre de payer plus que le prix d'un sandwich au jambon pour un volume? Pas du tout. Ceci arriva dans les contrées les plus riches du monde, et dans les villes où il y avait des centaines de maisons qui coûtaient chacune plus de 100 000 dinars. Mais la rage pour l'affordabilité était dans l'air. Pas de quelle qualité, mais à quel prix, était le motto. La société se retrouva divisée en 2 classes distinctes, ceux qui travaillaient avec leurs mains et ceux qui travaillaient avec leur tête. Et ceux qui travaillaient avec leur tête pensaient disgracieux, ou au moins vraiment mauvaise forme, que de travailler avec leurs mains. Plusieurs de ceux qui utilisaient leur tête affluèrent en ville, et appelaient les gens qui vivaient dans les villages des noms comme Pecno, Bouseux et Pédézouille. Ces personnes qui utilisaient leurs mains n'avaient plus d'énergie après ce que la journée de travail fut finie, ni l'inclination d'utiliser leur tête, et souvent grandirent, rudes, dissipés, et souvent vicieux. Et ceux qui utilisaient leur tête souffrirent de la maladie de Bright, parésie et prostration nerveuse. Les 2 classes arrêtèrent de vivre à l'air libre. Mais la richesse glissa en possession de ceux qui utilisaient leur tête. Ils vivèrent dans une sorte de splendeur barbare, comme des pachas turcs, et étaient très donnés à acheter des choses. Ils étaient malheureux et sans repos, et toujours à la recherche de nouvelles sensations qui pourraient leur faire oublier la misère de leur condition. Pour tuer le temps, les femmes faisaient ce qu'elles appelaient magasinage. Ceci étant, elles passaient au travers des rues où les vitrines des magasins étaient tentativement remplies de choses, et les riches femmes, qui avaient leur mari qui travaillait de leur tête, approprièrent et achetèrent des choses. Elles achetaient des choses pour mettre dans leur bouche, pour mettre sur leur tête et sur leur dos. Puis, elles commandaient d'autres choses à être mises en paquet et envoyées à leur maison. Bien sûr, elles n'avaient pas besoin de toutes ces choses, et le résultat fut que leur maison était tellement pleine de choses que plusieurs servants
avaient à être employés pour en prendre soin, et ces servants étaient plus de travail que les choses. Puis, les propriétaires se trouvant toujours inquiets, agités et discontentés, ne sachant pas quel était le problème, en conclurent qu'ils n'avaient pas acheté les bonnes choses. Donc, ils allèrent acheter plus de choses, et les maris de ces femmes qui achetaient les choses conspirèrent éternellement de leur tête pour avoir de l'argent pour payer pour les servants qui s'occupaient des choses et pour acheter plus de choses. Et quelquefois, ces hommes s'apercevèrent que dans la librairie, une étagère n'était pas vraiment pleine. Téléphone-moi en bas, à l'entrepôt, ainsi. Envoyez-moi en haut 3 douzaines de livres. Tout rabais retiré, vite. Ces gens qui ne travaillaient que de leur tête, souvent, conduisaient des chevaux qui n'avaient qu'une demi-queue. Les femmes achetaient des oiseaux pour décorer leurs bonnets, et personne ne semblait savoir qu'un oiseau dans le buisson en vaut 2 sur le chapeau d'une femme. Et les hommes conduisaient l'ingénierie civile des cités d'une telle façon que les égouts et la crasse des usines étaient envoyés dans les rivières, et les poissons furent tous tués. Parler de se baigner dans une rivière était une grande blague pour eux. Ils polluèrent aussi l'air à un point où la cité pouvait être localisée à 50 milles par les nuages de suie qui flottaient au-dessus d'elle. Et si épaisse était la poussière, la crasse et la vapeur empoisonnée qu'aucun travail d'art valant quelque chose ne pouvait être gardé dans la municipalité. Puis, ils envoyèrent des gangs d'hommes pour dévaster la forêt, pour prendre le bois, pour faire des livres et des choses. Enfin, par désespération, certains fanatiques firent passer des lois pour préserver les forêts, pour protéger les poissons dans les rivières, les oiseaux dans le ciel et la queue du cheval, et faire fi de la poussière, la crasse et les vapeurs, pour ce que les travaux d'art ne soient pas ruinés et la vie des gens ne soit pas réduite ou atténuée par l'absence de soleil. Mais ces lois n'étaient exécutées que de temps à autre, et pas toujours, car les poissons dans les rivières étaient déjà tous morts, morts comme le réconcentrados, et les oiseaux avaient presque tous été attrapés, et les forêts étaient parties, et pour ce qui était du gaz, de la suie, de la fumée, pourquoi? Les gens s'y habituaient, qui s'en soucient. Et tout du long, la fille aux yeux tristes, pliée au-dessus de la machine, et le petit garçon jaune et bossu, polynésien et abyssinien, nourrissaient de couvertures de livres, de papier fait pour ressembler à du cuir, dans des trémies, et le brouhaha des roues et poulies, et le son et rugissement des machineries presque noya la voix du propriétaire, qui ne travaillait que de sa tête, alors qu'il demandit, au téléphone, à son contremaître: ayez ces 50 000 livres prêts pour la compagnie Segul Cooper, samedi soir. Et dans une centaine de cités, 500 éditeurs imprimèrent sur de grands rouleaux de papier, de bois, le rapport de meurtre, vol, scandale et viles affaires de la journée. Ces archives étaient appelés journaux, et ils étaient de taille et d'étendue d'un vrai livre, contenant en moyenne à peu près 40 000 mots chacun. Et le jour sacré, ou 7e jour, appelé par plusieurs le jour du Seigneur, le journal était 5 fois plus large et 10 fois plus mauvais. Cela était conte de crimes et grimes, et sang et malheur et mort. Et si les choses n'étaient pas vraiment arrivées, elles étaient inventées. J'ai dit, ces papiers étaient égaux en taille à des livres, et ainsi en était, car un roman de 100 000 mots est un volume de taille considérable. Mais dans une cité, appelée Gotham, il fut des journaux imprimés le jour du Seigneur, qui contenaient au-dessus de 200 000 mots. Il était de volumes gigantesques, donnés pour une pitance, car le profit à l'éditeur se trouvait dans l'annonce publicitaire de choses de jour des soldes. Bien sûr, il n'était point relié. Il n'y avait de temps pour cela, car les gens le voulaient chaud, fumant de la presse, et puis, vu qu'il était jeté après le souper, il n'y avait de besoin de le conserver, et donc il ne pouvait même pas être utilisé pour lancer au chat. Ces papiers étaient pris dans la plupart des maisons, et étaient aussi lus par des enfants, des jeunes filles et femmes. Puis, à de longs intervalles, quelques hommes parlaient de l'inutilité de telles archives d'occurrences éphémères. Il fut regardé par ses voisins comme un lunatique léger.
Mais personne ne connaissait mieux la futilité et l'inutilité du papier que les hommes qui le fabriquaient eux-mêmes. Et ils ne le faisaient que parce qu'ils avaient besoin d'acquérir beurre et pain sans lesquels ils ne pouvaient exister. Ils ne s'exprimèrent jamais. Ils n'exprimaient simplement que les choses que le propriétaire pensait qui allait vendre le papier. Possiblement, quelques-uns de ces travailleurs du journal furent trompés par la vaine idée que la facilité à écrire acquérie dans l'office du journal mènerait à de la littérature. Mais une fois pris dans la course, ils échappaient rarement avant que toute l'ambition et vie soit pressée hors d'eux. Puis, quand ils furent mis à la rue, ils étaient les typographes, trop vieux pour apprendre un autre métier, et sans la hâte et fermeté pour réussir dans quelque chose d'autre. Dans la masse du journal et atelier clandestin étaient nourris de brillants garçons ruraux, ambitieux, et chaleur, fièvre, agitation et heures brisées firent leur travail, et les travailleurs en sortirent infirmes, pauvres en portefeuille, brisés en santé et esprit, ou mieux, ils moururent et reçurent enfin le repos que la vie refusa. La cité de Tagaste, il y a des siècles, devint poussière et ruine. Au-dessus de ses murs rampent les lierres de fleurs sauvages et grimpantes. Des serpents font leur maison au milieu de ces colonnes brisées, et des lézards rampants se baignent dans le soleil, où une fois royauté et richesse sans limite exerçaient emprise. Tagaste mourut, car elle sacrifia ses plus brillants et ses meilleurs dans la course folle pour gagner richesse en faisant des choses bon marché qui répondaient aux souhaits, goûts dépravés et tendances sottes des pires. Où une fois, fier Tagaste se tint, les herbes vertes se secouent dans de battants vides. Les graines de chardon, semées par chance, germent et fleurissent et s'épanouissent d'entre les mosaïques et les cours. Sur le seuil désert, lichens et ronces grimpent en une fraternité de désordre, pendant que le film exsudant d'une végétation de rang vole au-dessus de la toile d'araignée qui couvre tout. L'humide et la poussière, le gel et le soleil, la frette d'eau torrentielle et le chemin patient, accaparant, de la mousse, combinèrent pour oblitérer le travail de l'homme, et n'éveilla son nom que d'un son soufflé des souffles du vent. Tagaste est parti, parti comme le temps, parti, passé rappel. Tagaste n'est qu'une mémoire, sonnée d'un rêve.